Bonjour, bonjour et bienvenue dans la suite de ces vidéos de topologie et donc on continue notre petite exploration des espaces compacts. Dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué pourquoi on définissait ça comme ça, à quoi ça pouvait servir, enfin bref, j'espère que vous avez compris l'essentiel. Maintenant, les résultats qu'il faut connaître, les propriétés des espaces compacts, pourquoi on les utilise, etc. etc. Donc voilà, la vidéo bien vraiment à retenir, ça va être les résultats qui sont là-dedans. Ok, et donc voilà les résultats essentiels, comme je l'ai annoncé. On attaque par le plus important, que j'avais déjà annoncé évidemment dans la vidéo précédente, qui est la principale motivation de cette définition. C'est que si donc on prend l'image continue d'un compact est un compact. Hein. Donc si je prends une application f entre deux espaces métriques, ok, qui est continue, et bien alors, quelle que soit la partie compacte de E que je prends au début, son image f de A est un compact de f. Ok. Donc voilà, hein, ça généralise plein de choses, comme on va le voir. Tout d'abord, prenons le cas d'une fonction de AB dans R. Là, on a déjà vu que l'intervalle AB là, était un intervalle compact, hein, donc okay, on vérifie bien les hypothèses. Il n'y a pas besoin que f soit compact, hein, c'est juste le premier. Ok, et donc voilà, je prends une application continue. Et bien donc, ce que me dit ce théorème, c'est que l'image de AB est donc un compact de R, c'est-à-dire une partie fermée et bornée. D'après le TVI, je sais que l'image d'un intervalle, c'est un intervalle, donc j'obtiens un intervalle fermé et borné. Et donc, je peux l'écrire comme ça, petit m, grand M. Ok. Voilà, sur le dessin, vous voyez bien, l'image, mes valeurs, voilà, c'est compris. C'est bien cet intervalle, petit m, grand M. Et plus fort, eh bien, il existe des valeurs auxquelles sont atteintes, vous voyez, grand M, il y a une petite valeur ici, telle que petit d, dont l'image est grand M, et pareil pour petit m, donc c'est ce qu'on appelle le fameux théorème des bornes atteintes. Okay, c'est un cas particulier, une conséquence de ce théorème-là, avec le TVI, mais c'est le théorème des bornes atteintes. Okay, donc voilà, donc on a une généralisation, hein, comme on avait généralisé le TVI, on a une généralisation de ce théorème-là, et on est très heureux. Et donc, voilà, maintenant, il faut le prouver. Hein. Ok, alors, donc prenons, du coup, on veut montrer que f de A est une partie compacte de f, donc on prend une suite d'éléments dans f de A, il faut montrer que cette suite admet une valeur d'adhérence. Ok, donc prenons voilà, yn, une suite là-dedans. Mais si elle est dans f de A, yn est dans f de A, ça veut dire que pour chaque n, yn est l'image d'un élément qui est dans A. Donc voilà, j'appelle xn un antécédent de yn. Il y en a peut-être plusieurs. Mais en tout cas, il en existe un pour chaque yn. Ok, donc j'obtiens une suite xn, une suite à valeur qui est dans A à chaque fois, qui est compacte. Donc, cette suite xn admet une sous-suite convergente. D'accord ? Donc, il existe une application phi strictement croissante telle que x indice phi de n converge. J'appelle A la limite de cette suite-là. Ok ? Mais comme f est continue, par définition, je sais que la suite f de x indice phi de n converge vers f de A. Or, f de x indice phi de n, c'est y indice phi de n. Et donc, la suite y indice phi de n converge vers f de A. Puis f de A, vu que petit a était un élément de grand A, f de A est bien dans f de grand A, donc ma suite yn, elle admet une sous-suite qui converge dans f de grand A. Donc f de grand A est compacte, puisque... Voilà. Ok, voilà, donc la preuve est toute bête, hein, mais voilà, c'est une généralisation énorme, ça fait deuxième fois qu'on fait ce coup-là, et voilà. Et c'est chouette, on va bien généraliser le théorème des bornes atteintes, on est très heureux. Alors, c'est à plein d'utilisations de ce théorème. Et donc, on va arriver au théorème peut-être le plus important du cours, que j'annonce que j'ai spoilé 50 fois tout au long de ces vidéos, qui est que toutes les normes sont équivalentes dans les espaces vectoriels normés de dimension finie. Voilà, là, on avait besoin du théorème précédent pour réussir à le prouver. Et donc maintenant, sans plus attendre, on y va enfin. Donc voilà, si on prend un K espace vectoriel avec K égale R ou C de dimension finie, toutes les normes sont équivalentes. Alors j'insiste bien là-dessus, hein, parce que ce n'est pas n'importe quel corps inclus dans C, hein, c'est R ou C. Hein. Par exemple, sur Q, je ne veux pas vous le faire parce que c'est un peu hors programme, mais par exemple, vous pouvez trouver sur Q de racine de 2, un espace vectoriel de dimension 2 sur Q, il existe des normes qui ne sont pas équivalentes. Voilà, vous pouvez trouver ça sur Internet, ça vous dit, enfin bref. Mais par contre, sur R ou C, ce qui était le cas du cours depuis le début, hein, donc je ne vais pas en sortir maintenant, toutes les normes sont équivalentes quand on prend un K espace vectoriel de dimension finie. Ok, alors allons-y. On y va, on fait la preuve. Cette partie-là de la preuve, on l'a déjà vu en exercice il y a longtemps, mais c'est pas grave, comme on a oublié, on le refait. Donc je vous rappelle qu'à partir du moment où on choisit une base de E, on a une norme associée à cette base, d'accord, de façon assez simple, qui consiste à dire, voilà, en fait,
n'importe quel élément de E s'écrit comme combinaison linéaire des éléments de cette base, donc avec des coordonnées dans cette base, et ben la norme que je prends, c'est voilà, la norme infinie de ces coordonnées, hein, c'est-à-dire le max des valeurs absolues ou des modules de ces coordonnées. Okay, et on a déjà vu ça dans le chapitre sur les normes, que ça faisait tout le temps une norme sur l'espace vectoriel E, tout ça, qui dépend de la base, on est bien d'accord. Okay, donc la base me donne un isomorphisme entre E et k puissance n, et je prends la norme infinie sur k puissance n, et ça me donne une norme sur E. Voilà, donc ça je peux toujours le faire. Ok, donc c'est une norme particulière sur E. Bon. Eh bien, l'astuce, c'est que je vais montrer que si je prends une norme n dont je ne sais rien sur E, ça peut être une formule atroce. On a déjà vu des exemples de normes très compliquées. Hein. Donc n, une norme hyper compliquée, je vais démontrer qu'elle est équivalente à cette norme-là. Okay, j'ai fixé une base une fois pour toutes, j'ai une norme B, je vais montrer que n et norme de B sont équivalentes. Ok, donc il y a un sens qui est plutôt facile. Faut montrer une double inégalité, vous vous rappelez, il faut montrer que pour tout x, n de x est compris entre une constante fois norme de b et puis une autre constante fois norme de b. Bref, donc je prends un vecteur x dans n'importe lequel, somme des x i, e, i, donc dans E. Alors n de x, d'après les propriétés des normes, comme vous le savez, c'est pas linéaire, une norme, c'est une égalité triangulaire, donc c'est plus petit que la somme des normes de x i, e, i, mais norme de x i, e, i, c'est valeur absolue de x i, norme de e, i. Ok. Donc n de x est plus petit que ça. Je vais me dire d'accord. Et cette somme-là, à chaque fois, tous les termes qui sont ici sont plus petits que le max, d'accord, que le max des normes infinies. Donc celui-là, je les majeure tous par norme de x de b, le plus grand. Et du coup, j'obtiens que tout ça, c'est plus petit que la somme des normes de i. C'est bien, il n'y a pas besoin de mettre des valeurs absolues, tout ça, c'est positif. Donc, tout ça, c'est plus petit que la somme des normes de i fois le maximum des valeurs absolues de xi. Je remplace toutes les valeurs absolues de xi par le plus grand de tous, j'obtiens un truc plus grand. Ok. Et bien voilà, ça c'est une constante qui dépend que de n, qui ne dépend pas de la base. Enfin, si, qui dépend de la base de i, mais j'ai fixé ma base une bonne fois pour toutes, ça ne dépend pas de x, c'est ça que je veux dire. Pour tout x, on a n de x plus petit que cette constante fois norme de x de b. Vous voyez, cette constante-là, c, elle ne dépend pas de x. Et donc on a la première inégalité, pour tout x, n de x est plus petit qu'une constante fois norme de indice b de x. Ok. Donc maintenant, il faut montrer le contraire. Alors déjà, première remarque, du coup ça implique que n de x, il est continu dans l'espace vectoriel E muni de cette norme-là, puisqu'il est c lipschitzien, donc il est continu. Quand ça est tout petit, ça est tout petit. Mais on n'avait pas déjà vu que la norme était continue? Alors oui, mais attention, la norme était continue dans l'espace avec sa norme elle-même, vous voyez, elle était continue pour elle-même. Alors, parce que là, c'est super important, parce que depuis le début, je fais un peu comme si, oui, on le savait déjà, que toutes les normes étaient équivalentes. Mais là, je ne peux pas l'utiliser. C'est ce que je veux démontrer. Donc, a priori, une application linéaire, elle est continue pour une norme, pas pour une autre. Un truc peut être ouvert pour une norme, pas pour une autre. Une suite peut converger pour une norme, pas pour une autre. A priori, on ne sait pas. Donc, c'est très, très différent. Donc, pour la norme, il faut faire super gaffe. Pour la norme indice B, l'application n, elle est continue. Elle était continue pour E muni de n. Ok, ça, c'était relativement évident, propriété des normes. Mais pour cette norme-là, n est continue. Ok. Donc on a démontré la première inégalité et la continuité de n dans cet espace pour cette topologie a priori pas la même. Ok, donc accrochons nos ceintures, continuons. Donc ce qu'il faut que je démontre, c'est que j'ai l'inégalité dans le sens. C'est-à-dire que voilà, il existe une constante telle que la norme indice B soit plus petite qu'une constante fois n de x. Ok. Ou on aurait pu mettre un sur d de l'autre côté, mais enfin bref, voilà. Les deux normes marchent ensemble. Voilà. Il y a une constante, la d, qui ne dépend pas de x, telle qu'on a cette inégalité-là. Ok, donc on va considérer notre isomorphisme tout à fait standard entre k puissance n et e, qui aux coordonnées x1, x2, xn associe x qui est la somme des x, i, e, i. Donc ce truc-là, par définition de la norme B, on l'a déjà vu précédemment, mais ça c'est une isométrie, puisque la norme de lui infinie, c'est exactement la norme de B de lui, par définition. Norme indice B de x, c'est norme infinie de k puissance n, c'est ça. Donc ils ont la même norme au début et à l'arrivée, c'est bijectif, et ça conserve les distances, puisque c'est la norme qui est faite pour ça en fait. Ok, donc l'image de la boule unité de fermée de k puissance n, c'est la boule unité fermée de E muni de cette norme-là, parce que c'est les éléments de norme 1 ici, ou de norme plus petit que 1, c'est exactement les éléments de norme plus petit que 1 de l'autre côté. C'est fait pour. Donc là, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Ok. Or, nous avons déjà vu que la boule unité de k puissance n munie de la norme infinie, elle est compacte. Pourquoi? Parce que c'est un fermé borné de k puissance n pour cette norme-là. Ok.
Et donc, voilà, on a déjà vu, hein, rappelez-vous, dans les vidéos précédentes, que les fermés bornés de k puissance n pour cette norme-là étaient compacts. Évidemment, à l'époque, j'ai dit oui, donc les fermés bornés de k puissance n sont tout le temps compacts, sous-entendu pour n'importe quelle norme, mais je ne l'avais pas montré. Parce que je spoilais, oui, déjà ce théorème-là qu'on utilise en vrai tout le temps. Mais en fait, ce qu'on a démontré, c'est juste pour cette norme-là. Mais donc, la boule unité de E pour cette norme-là, elle est également compacte. OK? Parce que c'est l'image d'un compact par une application hein, continue, même isométrie, c'est forcément continu, oui, même c'est un homomorphisme en fait. Hein. Donc, OK. Donc, la boule unité fermée de E munie de cette norme-là est compacte. OK? Très bien. Alors, maintenant, j'appelle S la sphère unité de E munie de cette norme-là. OK? Alors, comme l'application qui a X associe la norme de X, elle est continue dans le E muni de norme, c'est l'inégalité triangulaire, enfin, c'est juste évident. Donc, S est un fermé de E, okay, parce que c'est l'image réciproque de 1. Hein, la sphère, c'est un fermé de la boule. C'est l'ensemble des éléments de la norme fait 1, enfin, c'est juste évident, quoi. Bon, enfin, bref. C'est un fermé de E même, voilà. C'est simplement l'image réciproque de 1 par l'application norme qui est continue, ok. Ça, on le sait depuis longtemps. Ok, ça marche même en dimension infinie. Enfin, je veux dire, la sphère, c'est un fermé, c'est un fermé. Hein. Ok, bon, très bien. Et S est inclus dans la boule unité, donc c'est un fermé de la boule unité qui est compact, donc c'est aussi un compact de E muni de cette norme. Ok, ma sphère est un compact dans E, muni de la norme B. Pas forcément de la norme N, j'en sais rien, mais muni de la norme B, c'est un compact. Ok, allons-y tranquillement. Donc maintenant, je continue à prendre E muni de la norme B, hein, et je prends l'application N, donc, qui, voilà, ma deuxième norme, mon application qui a tout élément Y, c'est N de Y, là, voilà. Ok, bon, bah, voilà, et qui est continue, je le sais déjà. Et bah, elle ne s'annule pas sur S, d'accord hein, parce que, on l'a déjà dit. Pourquoi parce que S, il n'y a pas le vecteur nul. Et une norme, elle ne s'annule pas en dehors du vecteur nul. D'accord. Ça, c'est une norme, donc n de x égale 0, ça veut dire que x est le vecteur nul. Le vecteur nul n'est pas dans S, donc n ne s'annule pas dans S. Donc l'image de S par n, c'est dans R plus étoile. Or, comme S est un compact de son ensemble et que n est continu pour cette norme-là, l'image du compact, donc n de S, est un compact de R étoile plus. C'est le point clé du truc. On y arrive. Donc, elle atteint son minimum. Théorème de borne atteinte. D'accord. L'image d'un compact d'après cette étoile, bah, y a un minimum strictement positif. Il ne peut pas être 0 le minimum parce qu'elle ne s'annule pas à la fonction. D'accord. Donc, il est atteint le minimum. Le minimum est atteint, ça ne peut pas être 0, parce qu'elle n'a pas de valeur pour laquelle elle vaut 0. D'accord. Donc il existe un A tel que le minimum de n de x. Du coup, je ne sais plus le 1, c'est le minimum, puisqu'il est atteint. N de x, c'est n de A, et c'est un n de alpha, j'ai dit, c'est un petit a strictement positif. Voilà. N, sur la sphère unité, il atteint une valeur minimale, qui n'est pas nulle. OK. Parce que la sphère est compacte. OK. Et bien donc voilà, donc on est très heureux. Donc ça veut dire que pour tout x de E, si norme de x c'est 1, n de x il est plus grand ou égal à a qui est strictement positif. Et donc si je prends un x, un vecteur non nul de E quelconque, bon, n du vecteur nul c'est 0, ok. Si je prends un autre, je prends la norme, donc n de x divisé par sa norme b, j'obtiens donc un vecteur dont la norme b est égale à 1, donc qui vérifie cette hypothèse-là, hein, ce vecteur x sur norme de x puissance b vérifie ça, donc n de lui est plus grand ou égal à a, qui est strictement positif. Okay. Or, n c'est une norme, donc n de x sur un nombre, je peux sortir ce nombre, surtout qu'il est positif, d'accord, de ma valeur absolue. Et du coup, je le passe de l'autre côté, j'obtiens que pour tout x dans E, n de x est plus grand que petit a fois la norme x de b. Et donc, ben voilà, je prends grand D égale 1 sur a et j'obtiens exactement l'inégalité que je cherchais. Hein. La norme b de x est plus petite que dn de x pour toutes les valeurs de x de E. Non nul, bah, ok, mais pour x égale 0, c'est vrai aussi, évidemment. Donc, waouh! Donc, aïe, n est équivalent à la norme b, donc toutes les normes sont équivalentes. Aïe, maintenant, il n'y a plus de problème, on peut être tranquille, voilà. Si une partie est fermée pour une norme, elle est fermée pour l'autre en dimension finie. Si elle est ouverte pour l'une, elle est ouverte pour l'autre, si elle est compacte pour l'une, elle est compacte pour l'autre. Aïe, ouh! Donc, alors maintenant, on peut y aller avec les conséquences que je spoil depuis des mois. Si je prends un espace vectoriel, un K espace vectoriel de dimension finie, eh bien, K est un compact, c'est seulement si K il est fermé et borné.
Ok, je le savais pour k puissance n nu de la norme infinie, bah maintenant c'est vrai pour k puissance n pour toutes les normes et pour tout espace. Bref, alors voilà, c'est comme tout à l'heure. Hein. Pour la preuve, je prends l'isométrie entre k puissance n et e. Ok, bah voilà, donc cette fois, si je prends une partie fermée et bornée, alors ce qu'on sait, ce qui est toujours vrai, c'est que si c'est compact, c'est fermé et borné. Ça c'est vrai même dans un espace métrique en toute généralité. Donc si je prends, c'est la réciproque qui est pas évidente, c'est que je prends une partie fermée et bornée, ok, de E muni de la norme B, alors son image réciproque par phi, bah, c'est un fermé borné, parce que ça c'est une isométrie, hein, donc c'est un homéomorphisme. Donc c'est bien fermé et borné, même de même diamètre, hein, d'accord, de k puissance n. Donc c'est un compact de k puissance n muni de la norme infinie, parce que ça on l'a déjà vu, d'accord, théorème de Borel-Lebesgue, hein, ça c'était, voilà. Et donc, bah, du coup, si je fais phi de phi moins 1 de k, bah, ça fait un compact. Phi moins 1 de k est un compact, son image c'est un compact. D'accord. Et puis c'est égal à k parce que phi est bijective, hein, c'est une isométrie, donc il n'y a pas de problème. Donc phi de phi moins 1 de k c'est k. Et donc c'est bien un compact de E muni de cette norme-là. Donc pour la norme B, qui fait une isométrie entre k puissance n, où on sait déjà que les parties fermées bornées sont compactes et celles-là, bah, les parties fermées pour cette norme-là sont compactes. Mais maintenant on est cool parce que toutes les normes sont équivalentes. Donc k est un compact de E pour toutes les normes. D'accord. Et voilà, parce que les mêmes sous-suites convergent, hein, donc c'est la même topologie, c'est une suite converge pour l'un et converge pour l'autre, enfin bref, donc tout va bien. Et puis K, bah, si l'infermé de cette norme B, c'est informé de l'autre norme, parce que les normes sont équivalentes, il est borné, enfin, bref. Voilà, être formé borné, ça dépend plus de la norme, être compact, ça dépend plus de la norme. Donc si pour une certaine norme, les fermés bornés sont compacts, bah, ils le sont tout le temps. Voilà, voilà. Ouh. Ok. Conséquence 2, théorème que j'ai déjà annoncé 50 fois, toujours sympa. Si on prend deux espaces vectoriels de dimension finie et une application f qui va de E dans f, alors elle est continue. Voilà. Une application linéaire est toujours continue entre deux espaces de dimension finie. Ok. Alors bah voilà, hein, donc rappelez-vous la définition des fonctions continues. Hein, application linéaire continue, c'est seulement si elle est lipschitzienne. Donc on y va. Prenons une base de E, dimension finie, donc on ne va pas se gêner. Et on fait comme d'habitude, on prend la norme B. Maintenant, vous commencez à connaître l'histoire. Hein. Et donc, si je prends norme de f de x, bah comme f de x, c'est la somme des xi f de i, par linéarité de f. Hein. F de la somme des xi e i, c'est somme des xi f de i. Jusque-là, tout va bien, j'utilise la propriété de la norme. Donc, ça fait somme des valeurs absolues des xi, norme de f de ei, et valeur absolue des xi, comme d'habitude, je le majore par la norme de x, indice b. Et donc voilà, j'obtiens cette petite inégalité-là. Ben voilà, ça c'est une constante, hein, d'accord, qui dépend évidemment de f, mais pas de x. Bon, de la base et de f, mais ça ne dépend pas de x, et donc voilà. Comme je sais qu'en plus, ben, ma norme de départ, elle est équivalente à la norme b, et je sais qu'il existe une constante, peut-être que la norme b, c'est plus petit que cette constante fois norme de x, donc je remplace ici, et j'obtiens finalement que norme de f de x, c'est plus petit qu'une autre constante fois norme de x, donc f est lipschitzienne, donc elle est continue. Donc voilà, toute application linéaire est continue. Ok, donc je suis très heureux. Voilà, tous ces théorèmes que je lance depuis très longtemps, maintenant tout ça c'est bien. Waouh. Dimension finie, hein, mais c'est chouette. Ok, alors un sous-espace vectoriel, pareil, ça fait je ne sais pas combien de temps que je le dis, ce théorème-là. Si je prends un espace vectoriel normé sur K, R ou C toujours, hein, de dimension quelconque, mais un sous-espace vectoriel de dimension finie, alors c'est infermé. Ok. Alors comment on démontre ça? Bah, c'est pareil, on va utiliser de la compacité, hein, sinon je l'aurais fait depuis longtemps. Donc prenons une suite UN d'éléments de F qui convergent vers L dans E. Il faut montrer que L est dans F. Hein. Méthode classique pour montrer qu'une partie est infermée. Alors, une suite qui converge est une suite bornée. Dans un espace vectoriel, mais même en général, de toute façon dans un espace métrique, une suite qui converge est une suite bornée. Pourquoi? Bah, c'est tout con, parce qu'on prend une boule autour de L, elle contient une infinité d'éléments. Et donc ce qui reste, c'est un nombre fini, donc c'est borné. Donc voilà. Donc ça tout tient dans une boule, il existe une boule fermée de E, telle que pour tout n, UN est dans cette boule. Et comme UN est dans une suite d'éléments de F, bah, UN est dans B inter F. Ok. Mais alors B inter F, si on y réfléchit bien, bah, du coup, c'est un fermé, bah, parce que B est une boule fermée, donc l'intersection de deux fermés, c'est un fermé. Hein, okay. Et puis c'est borné, parce qu'une boule c'est borné, hein, donc B inter F, c'est fermé et borné dans F. Ok. C'est l'intersection d'un fermé de E avec F, donc c'est un fermé de F, et c'est borné, donc bah, c'est un fermé borné dans F qui est un espace vectoriel de dimension finie, donc c'est un compact. Les fermés bornés dans n'importe quel espace vectoriel de dimension finie sont des compacts, on vient de le voir. Ok. Bah, du coup, ma suite, qui a valeur dans un compact, elle possède une valeur d'adhérence.
Mais c'est une suite qui converge. Donc cette valeur d'adhérence, c'est L. D'accord? Et donc L est dans F. Et donc F était bien fermé. Elle est dans B inter F, même parce que c'est un compact, mais du coup elle est dans F. Voilà. Et donc c'est ainsi que je peux enfin démontrer que voilà, un espace vectoriel d'une dimension finie, son complémentaire est ouvert. Ouais, je prends des points qui ne sont pas dedans, il y a des petites boules qui ne le touchent pas. Voilà la preuve définitive de ça. On est content depuis le temps qu'on l'attendait. Ok, oh là, je suis allé un peu vite. Ah bah, il me saute une diapo là, super. Bon bref, c'est pas grave, petit aléa du direct. Continuité uniforme, allons-y, chapitre 2. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un truc super qu'il faut, voilà, qu'on va maintenant pouvoir, hop, utiliser. Ok, alors, donc soit E et F, deux espaces métriques, et une application petit f de E dans F. Alors, vous vous rappelez normalement de la définition de la continuité de F. Hein. On dit que F est continue si elle est continue en tout point x0 de E. Autrement dit, c'est-à-dire pour tout point x0 de E, elle est continue en x0, ça veut dire que pour tout epsilon, aussi petit que je veux, ben, il existe une valeur alpha, telle que pour tout x dans E, si la distance entre x et x0 est plus petite qu'alpha, alors la distance entre f de x et f de x0 est plus petite qu'epsilon. C'est pas le même symbole là et là, évidemment, parce qu'a priori, c'est pas la même distance sur l'espace de départ et l'espace d'arrivée. Enfin bon. Ok, très bien. Alors, donc voilà. Ça, c'est la définition de la continuité. Ok ? Application uniformément continue, cette fois, qu'est-ce que ça veut dire? C'est presque la même définition, donc il faut faire super gaffe. Hein. C'est, donc je prends deux espaces métriques, une application de E dans F. F est uniformément continue, c'est seulement si on a ça. Alors quelle différence, regardez, qu'on a avec ça, là, c'est-à-dire, quel que soit epsilon positif, il existe un alpha positif, tel que pour tout x et tout x0, si la distance entre x0 et x0 est plus petite qu'alpha, alors la distance entre f de x et f de x0 est plus petite que epsilon. Ben, la seule différence, c'est que le quel que soit x, là, il était au début, le quel que soit x0, plutôt, il est passé au milieu. Donc, une image mentale. La continuité, ça veut dire que quand je prends deux points, un point x0, ben les points assez proches de x0, ça ne monte pas trop. D'accord? Si je prends un epsilon, eh ben, il existe un petit intervalle autour de x0 où ça ne dépasse pas epsilon. Okay? Mais si ça se met à monter plus vite, la taille de l'intervalle peut vachement diminuer en fonction de x0. Uniformément continu, il dit non, il existe une taille minimale partout, d'accord? Pour que si la distance entre x et x0, n'importe où, là, si ces deux-là, ils sont plus petits qu'alpha, alors la hauteur est plus petite qu'epsilon partout. Autrement dit, ma fonction, elle ne monte pas trop vite partout. Vous voyez, c'est ça l'histoire de uniforme, c'est que c'est partout pareil. Il n'y a pas des endroits où c'est plus, enfin, vous voyez, où ça varie plus fort que d'autres. Ben, si, peut-être que si, mais il y a une borne. En tout cas, dès que je fixe un epsilon, pour un certain alpha, partout, ça va marcher. Ok? Donc voilà, donc si c'est uniformément continu, ça implique continu, bien évidemment. Mais la réciproque est fausse dans le cas général. Alors, je vous ai mis tout de suite deux exemples. Je prends l'application qui a x associé exponentielle x, ben, elle n'est pas uniformément continue. Ça se voit parce qu'en fait, la dérivée tend vers l'infini. Ça veut dire que, vous voyez, si je prends des points, si je dis par exemple, je ne veux pas que ça monte de plus de 1, eh ben, je vais trouver des points hyper proches où ça monte de plus que 1. Aussi proche que je veux où ça monte de plus que 1. Quoi. Donc celle-là n'est pas uniformément continue. Ok? Tiens, bon d'accord, mais ouais, tend vers l'infini. Mais il y a des fonctions bornées aussi qui ne sont pas uniformément continues. Par exemple, celle-là, la définie de R étoile dans R, par x donne sinus 1 sur x. Bon alors oui, ça fait une courbe hyper compliquée, là ça se met à osciller super vite, hein. Quand x tend vers 0, ça tend vers l'infini, donc voilà. Elle n'est pas définie en 0, on est bien d'accord. Hein. C'est de R étoile dans R, mais elle est continue sur R étoile, elle est continue en tout point de R étoile plus. Bah, R étoile aussi, mais enfin bon, R étoile plus, ça sort le dessin. Ok? Ben voilà des fonctions qui ne sont pas uniformément continues. Vous voyez, ça, en gros, ça se met à tendre verticalement. Là, oui, quelque part, c'est ça l'idée, c'est que voilà. Ok? Eh ben, je vais vous montrer que si la dérivée est bornée, justement, c'est un cas particulier où elle est forcément uniformément continue. Donc voilà, petit exercice. Hein. Montrer que si une fonction est ellipsipsienne, alors elle est uniformément continue, et que si f est de classe C1 sur AB, alors elle est ellipsipsienne. Okay? Et c'est pourquoi? Parce que si la dérivée est continue sur AB, la dérivée est bornée sur AB. Et donc, vous utilisez le théorème des accroissements finis et vous démontrez que du coup, elle est ellipsipsienne, donc uniformément continue. Oui. Si la dérivée tend pas vers l'infini, ça passe bien. Bon, mais il y a mieux que ça. Même si la fonction n'est pas dérivable tout le temps, on a un critère pour savoir qui permet de dire qu'elle est uniformément continue, ce qui est sympa et qui s'appelle le théorème de Hein, donc qui date du 19e siècle, qui est dû à ce mathématicien allemand, donc Edward Hein,
ou Heine, je ne sais pas trop comment il faut prononcer, et qui dit, bah, si on prend une application juste continue, donc il n'y a pas d'histoire de dérivabilité et tout ça, et puis en plus on est dans deux espaces métriques très très généraux, hein, il n'y a pas besoin de R dans R, tout ça, hein, ok. Mais si l'espace de départ est compact, et si f est continu, alors f est automatiquement uniformément continu. Fantastique. Ok, donc, bah allons-y, alors faisons la preuve. D'accord. Donc, pourquoi ça ne marchait pas? Mes exemples précédents, oui, c'est que dans le premier cas, c'était de R dans R exponentiel. Si je coupe un bout d'exponentiel, hein, ça devient uniformément continu. Mais R n'était pas compact. Et puis l'autre, c'était R étoile plus, qui n'est pas compact non plus. D'accord. Et même si je prenais un petit bout, en fait, 0,1 ouvert en 0, ça marchait, elle était continue, elle était bornée, mais 0,1 ouvert en 0 n'est pas compact. C'est pour ça que j'arrivais à avoir des fonctions pas uniformément continues, quoi. Ok, donc, allons-y pour la preuve. Donc, supposons qu'il existe un epsilon positif et deux suites, xn et yn, deux suites de E, telles que bah, la distance en xn et yn est plus petit qu'un sur n, autrement dit, je prends deux points, voilà, des couples de points aussi près que je veux, ok, et telles que distance de f de xn à f de yn reste plus grand que epsilon. Ok. C'est ça le contraire, hein. Alors c'est pas évident, hein, voir le contraire d'uniformément continu, c'est ça. Hein. Je vous rappelle, la définition, hein, c'est pour tout epsilon, bah, si je prends deux valeurs xn et yn n'importe où suffisamment petites, ça va être plus petit qu'epsilon. D'accord? Et bien là, je dis non. Moi, voilà, je vais trouver deux valeurs aussi proches que je veux, où l'écart entre f de x et f de y est plus grand qu'epsilon. Donc pour tout n, pour tout alpha, je peux trouver un couple. Donc pour tout n, plus petit qu'un sur n, je peux trouver un couple xn, yn qui vérifie ça. C'est le contraire. Si je ne suis pas uniformément continu, je peux trouver ça. Ok? Très bien. Bon, mais maintenant, les suites xn et yn sont à valeur dans un compact. D'accord? Donc, ben la suite xn, elle a une même valeur d'adhérence. Il existe une sous-suite de L qui converge vers A dans E. Ok? Bon, très bien, par définition, hein, d'un compact. Mais alors, la suite y indice phi de n converge également vers A. Bah oui, parce que xn et yn, ils sont quand même super proches. Donc si xn converge vers quelque chose, vu que la distance entre yn et xn tend vers 0, bah, yn aussi. Donc c'est la sous-suite xn qui tend vers A, bah, la sous-suite y phi de n converge également vers A. Jusque-là, tout va bien. Mais f est continu. Donc la f de x indice phi de n, ça converge vers f de A. Et f de y indice phi de n, ça converge aussi vers f de A. Et donc pour n assez grand, la distance entre f de xn et f de yn, elle va être plus petite qu'epsilon. D'accord? Cette limite-là tend vers 0, j'obtiens une contradiction. De suite qu'on la même limite, leur distance tend vers 0. Voilà, et donc ça prouve le théorème de Heine. Et je suis très heureux. Ok, maintenant il nous reste à démontrer, alors ça c'est pas trop programme. Bon, ça tire un peu dans les coins, mais c'est sympa. Donc ce serait dommage de ne pas le faire. J'ai déjà plus ou moins suggéré le théorème de Riesz. Ok, très bien, alors allons-y. Qu'est-ce qu'il dit ce théorème? Alors, bah, je ne vais pas le dire tout de suite, petit spoil. On va d'abord avoir besoin d'un petit lemme. Et donc, je vais vous dire tout de suite. Si on prend un espace compact, alors pour tout epsilon, il existe un nombre fini de points x1, x2, xn dans E, hein, tel que E, c'est l'union des boules ouvertes de centre xi et de rayon epsilon. J'ai fait un petit dessin, vous voyez, il y a E ici. Je fixe un epsilon, une taille de boule. Boum, il existe un nombre fini de boules qui recouvrent E. Hein, dire que E, c'est l'union de tout ça, on dit que les boules recouvrent E. Quelle que soit la taille, hein, je prends une plus petite taille, je peux recouvrir par des boules. Par un nombre fini. Ok? Donc, voilà. Alors, un ensemble, un espace métrique, enfin un espace métrique ou un espace topologique qui vérifie cette propriété-là, enfin métrique puisque c'est des boules, je suis bête. Un espace métrique qui vérifie ça s'appelle un espace métrique précompact. Ok? Bon, ça sert à rien de savoir ça, mais c'est juste parce qu'après je ferai allusion à la précompacité, c'est-à-dire je ferai allusion à ce lemme-là, ce petit raisonnement-là. Ok? Quand on est dans un espace compact, eh ben, on peut choisir un rayon et recouvrir par des boules de ce rayon-là. Un nombre fini de boules de ce rayon-là. Ok? Donc voilà, et donc je dirais c'est par précompacité, mais c'est juste pour rappeler que c'est ce petit théorème-là que je veux utiliser. Ok, et donc ce que je dis, c'est que tout espace métrique compact est précompact. Et donc là, je vous vois venir, je dis mais attends, c'est pas pareil, est-ce que c'est tout espace précompact et pas forcément métrique précompact et pas forcément compact? Alors non, c'est tout con, il suffit de prendre 0,1 ouvert par exemple.
Bah, 0,1 ouvert, vous voyez, si pour 0,1 fermé, je peux prendre des boules de toute taille epsilon qui recouvrent 0,1 fermé, bah, elles recouvrent 0,1 ouvert, hein, les mêmes boules. Et 0,1 ouvert, c'est pas un compact, on a déjà vu. D'accord? Donc ça peut être précompact sans être compact. Pour ceux qui veulent vraiment savoir, le théorème, c'est un espace métrique qui est compact. Si et seulement si, il est précompact et complet. Mais là, je ne le dis pas parce que le mot complet, on ne l'a pas vu, c'est le chapitre d'après. Il faut bien faire les choses dans un certain ordre. OK. Et puis en plus, précompact, bon, c'est pas une notion, ça tire dans les coins. Ce qui est important, c'est juste savoir qu'un espace compact vérifie cette propriété-là pour démontrer divers trucs qu'on va voir maintenant. OK. Bon, déjà, il faut le prouver, ça. Parce que c'est bien beau de dire, ouais, ça marche. Vas-y, mon gars, prouve-moi ça. Et donc, on va faire par l'absurde et on va supposer que c'est faux. C'est-à-dire que, voilà, il existe un epsilon, là. Pour une taille assez petite de boule, on ne peut plus recouvrir par un nombre fini de boules. Ça ne marche pas. Donc, je vais dire, voilà, je suppose qu'il existe un epsilon tel que pour toutes les valeurs de n, et pour tous les x1, x2, xn dans eux, il y a beaucoup de choix, hein, et ben, l'union des boules de centre xi et de rayon epsilon, ça recouvre pas tout eux. C'est inclus dans eux, mais c'est différent de eux. Il existe des éléments qui ne sont pas dedans. OK ? Et donc, on va montrer que ce n'est pas compact en construisant une suite qui n'admet pas de valeur d'adhérence, hein, avec cette astuce-là. Donc, comment je construis ma suite? Eh ben, je prends U0 n'importe où. Bon, parce que là, tout va bien. Okay. Et puis, bah, U1, je ne le prends pas dans la boule de centre U0 et de rayon epsilon. OK. D'accord. Et puis, ainsi de suite. Hein. Si je suppose que j'ai construit U1, U2, U3, etc. jusqu'à UN, eh ben, je prends UN plus 1 qui n'est pas dans la réunion des boules de centre UI et de rayon epsilon pour I allant de 1 à N. Bah, par hypothèse, ça existe, c'est toujours non vide, ça. Vous voyez, je prends un nombre fini d'éléments, U0, U1, U2, UN, ça ne recouvre pas tout. Pour ce epsilon-là, ça ne marche pas, ça ne recouvre jamais tout. Donc, je peux trouver N plus 1 qui n'est pas dans tout ça. Voilà, mon hypothèse me dit que cet ensemble-là est jamais vide, donc je prends UN plus 1 dedans. Je recommence, rajoute la boule de centre UN plus 1, et il reste de la place, il reste UN plus 2, puis je vais remettre une boule, et ainsi de suite. Et je peux en faire un nombre infini comme ça. OK. Donc, j'obtiens ma suite, super. Et bien, par construction, cette suite-là, justement, la distance entre deux termes, UP et UQ n'importe où, est plus grande que epsilon, puisque UP n'est pas dans la boule de centre UQ de rayon epsilon, UQ n'est pas dans la boule de centre UP de rayon epsilon, bah donc la distance entre les deux est plus grande que epsilon. Bah, une suite qui a tous ces termes séparés par une taille peut-être toute petite, mais d'epsilon, elle n'a pas de sous-suite convergente. Parce qu'une sous-suite convergente, ça impose qu'il y ait une sous-suite qui converge, donc certains termes super proches les uns des autres. Eh ben non. Donc mon espace de départ n'est pas compact puisque j'ai construit une suite qui n'admet pas de sous-suite convergente. Donc E n'est pas compact, donc j'obtiens une contradiction. Donc si E est compact, on a bien la précompacité. Voilà, voilà. Et donc maintenant, grâce à ça, je peux annoncer et démontrer le théorème de Riesz qui nous dit que si on prend un K espace vectoriel normé, donc voilà, pas forcément de dimension finie, un K espace vectoriel normé, ben justement, il est de dimension finie si et seulement si la boule fermée de centre, le vecteur nul et de rayon 1 est compact. Bon, alors on a pris cette boule fermée là, mais c'est une boule fermée et compacte. Hein. C'est la même chose. Hein. N'importe quelle boule fermée est compacte, c'est seulement si on est en dimension finie. Alors il y a un sens qu'on a déjà vu, c'est que si E est de dimension finie, bah, la boule est compacte parce que c'est un fermé borné. Et on a vu que tous les fermés bornés en dimension finie, pour toute norme, étaient compacts. Ok, donc ça c'est réglé. Ce sens-là, c'est déjà fait. C'est ce qui précède. Donc maintenant, ce qui est plus dur, c'est dans l'autre sens. D'accord ? C'est montrer que si on est en dimension infinie, alors la boule n'est jamais compacte. Autrement dit, ça, vous voyez, ce théorème dit que c'est dur d'être compact en dimension infinie, en fait. Hein. D'accord? Parce que, voilà, si on est compact, on est fermé borné, tous les fermés bornés ne sont pas compacts. Il faut des hypothèses en plus, c'est compliqué. C'est une condition difficile d'être compact en dimension infinie, en fait. Hein. Ok, bon, bref. Mais alors, voilà, donc il faut démontrer ça. Et donc, on va faire, on va faire la réciproque. Hein, donc, on va supposer que la boule est compacte et on va démontrer qu'on est en dimension finie. Donc, on suppose que la boule B, qui est la boule fermée de centre vecteur nul et rayon 1, est compacte. Ok. Très bien. Alors, si elle est compacte, elle est précompacte. C'est justement le but de mon lemme d'avance. Ça veut dire que je peux prendre epsilon égale 1,5. Il existe un nombre fini de points dans ma boule B, tel que les boules de centre C points et de rayon 1,5 recouvrent toute ma boule B. Ok. Voilà, c'est ce qu'on a démontré. C'était le but du lemme d'avant, c'était de pouvoir utiliser ça. Ok, donc voilà. Bon, je vais appeler F le sous-espace vectoriel engendré par ces vecteurs x1, x2, xp. Par définition, il est engendré par un nombre fini de vecteurs, donc c'est un sous-espace vectoriel de dimension finie de E. Donc d'après le théorème qu'on a démontré avant, vous savez, un sous-espace vectoriel de dimension finie est tout automatiquement fermé. Donc F, c'est un fermé. Ok. Bon, en fait, on va montrer que B est inclus dans F. Donc que ma boule est inclue dans F. Mais
si une boule est inclue dans F, ça veut dire que F c'est tout l'espace. Rappelez-vous, on a déjà utilisé cet argument, hein, parce que c'est n'importe quel vecteur de l'espace, je divise par sa norme, bim, je tombe dans la boule. Hein. D'accord? Et donc dans F. Donc après je remultiplie, comme F est un sous-espace vectoriel, c'est stable par multiplication par des scalaires, et donc n'importe quel vecteur était dans F1. Okay, un espace vectoriel qui contient une boule, c'est tout l'espace. Donc ça va. Hop. Donc voilà. Donc on va montrer que B est inclus dans F. F est en vecte de tous ces vecteurs-là. Ok? Très bien. Alors, prenons un vecteur quelconque dans B, et donc il faut montrer que X est dans F. Donc X écrit comme combinaison linéaire de tout cela. A priori, je ne sais pas, X est dans B, c'est recouvert par un nombre fini de boules. Bon, bah X il est dans une des boules. D'accord? Il existe un XK là, dans la liste là, qui est proche de X. J'aimerais bien que si X était égal à XK, je serais très heureux, mais il n'y a pas de raison a priori. Mais en tout cas, il existe un XK tel que la norme de X moins XK est plus petite qu'un demi. Hein, parce que c'est dans la boule de centre XK de rayon 1,5. J'appelle F1 le vecteur XK qui est bien dans F, donc quelque part qui est proche de X. Et toute l'idée de la preuve, hein, c'est d'essayer d'approximer X par des vecteurs de F de plus en plus proches. Et donc de trouver une suite d'éléments de F qui convergent vers X, et comme F est fermé, X est dans F. C'est ça l'astuce. Hein. D'accord? Donc je commence, ouais, je suis à distance de 1,5, c'est bien. Ok? Et voilà, comme ça vous allez comprendre la logique un petit peu de la construction. Quoi. Donc très bien. Alors, donc, si la distance entre X et F1 est plus petite qu'un demi, je multiplie par 2, la norme est plus petite que 1. Donc 2 fois ça, c'est encore dans la boule B. Donc 2 fois X moins F1, je peux l'approximer par un vecteur XJ, là. D'accord? J'utilise toujours ça. C'est dans la boule, donc il y a une boule de centre XJ telle que 2x moins F1 moins XJ est plus petit qu'un demi. Me dire, mais alors quel intérêt d'avoir multiplié par 2? Parce que en fait, je veux rediviser par 2 maintenant. Si je redivise tout par 2, je trouve que x moins F1 moins xj sur 2, c'est plus petit qu'un quart. Vous voyez? Donc si je pose F2 égale F1 plus 1 demi de xj, je viens de trouver qu'un, lui en plus c'est xj est dans F, F1 est dans F, donc une combinaison linéaire d'éléments de F c'est dans F, donc je trouve un élément F2 de F qui est plus proche de x que le précédent. Cette fois la distance entre les deux est un quart. Ok? Vous comprenez l'astuce, quoi. Et on fait ainsi de suite, on procède de la même façon, quoi. Hein, on va démontrer par récurrence qu'on peut trouver un Fn tel que la norme de la différence entre x et Fn est plus petite que 1 sur 2 puissance n. Donc on vient de le faire pour n égale 1 et 2. Et donc on suppose que c'est vrai pour un entier n fixé. On a réussi à trouver un Fn tel que ça. Okay. Alors qu'est-ce que je fais? Du coup, même méthode, hein, on multiplie par 2 ce truc-là, par 2 puissance n ce truc-là, on obtient un élément de norme plus petite que 1, donc qui est dans B. Donc 2 puissance nx moins fn, il est approximé par un certain xi quelque part, là, voilà, comme d'habitude. Et donc la distance entre ce truc-là et xi est plus petite qu'un demi, et donc je divise tout par 2 puissance n, hop là, et j'obtiens que donc la norme de x moins fn plus 1 sur 2 puissance n xi, j'ai tout divisé par 2 puissance n, est plus petit que 1 sur 2 puissance n plus 1. Et donc je pose fn plus 1 égale ce vecteur-là, ça c'est dans f, ça c'est dans f, donc ça c'est bien dans f. Et ça me permet de conclure ma petite récurrence. Ok? Et donc voilà. Et donc finalement, j'ai construit une suite Fn d'éléments de f qui convergent vers x. Donc x est dans l'adhérence de f, hein, c'est une limite de suite d'éléments de f, mais f est fermé, donc x est dans f. Et donc la boule B est bien inclue dans f, et ça prouve bien que f égale à tout l'espace, et donc que tout l'espace est de dimension finie. Waouh! Très bien, écoutez, c'est pas mal pour cette fois, j'espère que vous êtes encore là, que vous avez accroché vos ceintures, et je vous dis à bientôt pour la suite. Voilà, un petit mot encore pour dire merci à tous ceux qui me soutiennent sur la chaîne, là sur Tipeee, c'est super sympa de votre part. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc voilà, on va enchaîner sur les définitions topologiques des compacts dans la prochaine vidéo, les recouvrements ouverts, les machins, les trucs, vous allez voir, ça va être fun. Allez, bisous à tous et à bientôt, ciao.